Mais en fait, quand on sait que la consommation responsable, c'est d'abord de faire des choix différents. Le choix différent, ça peut être de ne pas consommer, de ne pas acheter, ou d'acheter une version qui va être réutilisable plutôt qu'une version qui va être jetable, d'acheter une version qui va être biologique plutôt que non biologique. Fait, en fait, les secteurs d'activité, c'est toutes les formes de consommation, que ce soit des vêtements, de la nourriture, des appareils électroniques, les équipements de sport, les cosmétiques, les meubles, la déco, tout, tout ce qu'on consomme, généralement, il y a toujours une autre alternative entre ce qui nous est proposé et est-ce qu'il y a quelque chose de plus écolo, de plus éco-responsable ou encore, est-ce que, en fait, j'en ai carrément besoin, tu sais, ou ben, je peux-tu acheter un divan, je peux-tu acheter un divan usagé ou lui acheter un divan flambant neuf, tu sais? Fait que c'est pas de secteur d'activité ou de type de consommation. C'est vraiment une question de choix au moment de faire l'action de consommer. Donc, les pièges que j'ai invités, il y en a une couple. Là. Souvent, quand on parle de consommation responsable, ben, on voit comme le marketing de responsable, puis on se dit, oh, on va acheter un produit qui est plus responsable. Mais le produit le plus responsable, c'est celui qu'on a déjà. Donc, un des pièges, c'est remplacer un objet qu'on a déjà qui marche encore pour un objet de meilleure qualité, qu'on se dit il va durer peut-être plus longtemps. Mais dans le fond, c'est toujours mieux de garder ceux-là qu'on a déjà. C'est quoi qu'on voit souvent avec les cellulaires, là? Donc, il y a un nouveau cellulaire qui sort, il est peut-être meilleur, fait que là, on va l'acheter pour qu'il nous dure plus longtemps sur le long terme, mais dans le fond, celui qu'on a, il marchait déjà. Donc, on est mieux de garder le note. L'autre piège, c'est penser que cher, ça veut dire qu'un produit qui est cher, ça veut dire qu'il est de la qualité, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Et à l'inverse, c'est penser que les produits de seconde main ne sont pas de la qualité, ce qui n'est pas non plus le cas. D'ailleurs, c'est toujours mieux de privilégier le seconde main. Un autre piège, c'est de ne pas réparer nos objets. Souvent, on pense que c'est plus simple de juste aller s'en acheter un autre, mais des fois, juste une petite réparation à 2 $ peut vous sauver 50 $ de nouvel objet. Donc, toujours regarder pour réparer vos objets avant d'en acheter un autre. Faire des achats impulsifs aussi, c'est un des pièges, surtout avec l'Internet. Maintenant, les achats impulsifs sont juste à un clic d'arriver. Là. Puis un des plus gros pièges, c'est se faire prendre par la publicité. Les publicités sont vraiment partout, puis les annonceurs sont vraiment bons pour nous dire qu'on a vraiment besoin de leurs produits, ce qui n'est pas toujours le cas, même la plupart du temps, ça ne l'est pas. La publicité, c'est omniprésent, surtout sur les médias sociaux. On en voit partout, puis les influenceurs essaient de nous vendre des produits, de nous dire qu'on en a vraiment besoin, qu'eux l'utilisent. Donc, demandez-vous vraiment si vous en avez besoin avant de cliquer sur le lien pour acheter un nouveau produit. Le dernier piège, c'est le greenwashing. Ça, c'est quand les compagnies vous disent qu'un produit est écolo, mais dans le fond, il ne l'est pas. Ou il n'est pas tout à fait, là. Tu sais, des fois, il y a un petit volet qui peut-être, effectivement, semble intéressant, mais quand on regarde le portrait dans son ensemble, il y a des centaines de millions et des milliards de dollars qui sont investis en marketing, à savoir quoi dire, comment le dire, à qui s'adresser, de quelle façon, c'est quoi les couleurs. Il y a même des odeurs qui sont plus favorables à telle affaire puis telle affaire. Et ce qu'il faut penser avec le marketing, là, la publicité, le seul but de ça, c'est de vous faire consommer. On veut vous faire consommer, mais les plus intelligents des consommateurs, ben, ils auront compris l'astuce. Fait que c'est pas nécessaire tout le temps de faire du gros marketing, mais ça marche parce que depuis 75 ans, le marketing nous fait beaucoup consommer pour ne pas dire surconsommer. Le marketing avec les influenceurs, c'est comme super insidieux parce que les personnes qui regardent les influenceurs, mettons des vidéos et tout, on dirait que tu viens comme à créer une relation de confiance avec la personne que tu regardes. Quand elle essaie de te vendre des produits, notre garde n'est pas là. C'est pas comme quand on voit une publicité à la télé, on le sait que la publicité essaie de nous vendre quelque chose, mais si on regarde une vidéo d'un influenceur qu'on aime bien, ben on va pas s'en rendre compte nécessairement que le but, c'est de nous vendre un produit qu'on n'a pas besoin. Ben, le sens de la question est limité à l'appareil, mais disons, on va y aller sur le thème éco-responsable, que ce soit un appareil, un produit ou quoi que ce soit. En fait, il y a pas officiellement de loi, ni au Québec, ni au Canada, qui gère l'utilisation du mot
éco-responsable. Il y a des termes qui sont légalement qu'on doit faire attention parce qu'il y a des lois, comme le mot biologique. Tu n'as pas le droit d'utiliser le mot biologique. C'est un terme qui est légalement inscrit. Mais éco-responsable, non. Ça veut dire que le fabricant, de peu importe le produit, peut bien mettre le mot éco-responsable à gauche et à droite. Le gouvernement ne va pas nécessairement y taper ses doigts. En fait, c'est le consommateur qui risque de dire, ben non, il n'y a pas vraiment d'éco-responsabilité. Puis en même temps, c'est quoi l'éco-responsabilité? Comment c'est défini? Comment c'est perçu par tout le monde? On l'a vu un peu tantôt dans une autre question. Oui, il y a des définitions, mais comme elle n'est pas officiellement inscrite dans une loi, ben on l'interprète un peu à sa manière. Mais une des façons d'essayer de consommer un peu plus éco-responsable, c'est de se fier à un certain nombre de ce qu'on appelle des éco-étiquettes ou encore des labels. Même si label, c'est un mot anglais, c'est les Français qui utilisent beaucoup le mot label. Nous, on utilise plus éco-étiquette. Puis ça, les gens vont pouvoir s'en reconnaître. Quand on achète des trucs puis qu'on voit un logo qui est marqué Aliments du Québec, bon, ben, on peut, ce logo-là, pour l'appliquer sur le produit, ben, il doit avoir passé un processus de vérification que, effectivement, le produit a été soit produit ou soit transformé ici au Québec. Des fois, ça va être un logo biologique comme EcoCert ou encore Québec vrai. Les certifications biologiques sont reconnues et réglementées. Qui n'a jamais vu le petit logo Energy Star avec la petite étoile, là, etc. Ben ça aussi, c'est réglementé. Ça veut dire qu'un fabricant, mettons, d'électroménager, parce que c'est souvent les électroménagers, ben, tu ne peux pas mettre Energy Star sur ton frigo s'il n'a pas passé à travers un processus. Donc, on peut se fier à certains nombres de labels. Quand on voit le logo équitable ou encore fair trade, là, c'est en anglais, là, avec le petit monsieur puis la bulle bleue et verte, ben, on peut s'assurer que quand ce logo-là est appliqué, que le produit est effectivement équitable, qu'il a passé à travers un processus de vérification. Fait que des labels puis des logos comme ça, il y en a beaucoup. L'affaire, c'est qu'il y a aussi certains fabricants qui entre guillemets, invente un peu un certain logo qui a l'air être un peu écolo, etc., mais qui est pas soutenu par aucune norme rigoureuse ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est dommage à dire, il faut se fier au logo, mais pas toujours à 100%, là, tu sais. Faut peut-être faire juste un petit peu de recherche sur le logo en question pour s'apercevoir que finalement, il y a juste une entreprise qui utilise ce logo-là. Bon, ben ça, c'est un signe que c'est pas très recommandable quand il y a juste une entreprise qui met juste ce logo-là sur ses produits à elle. Ça veut dire que c'est pas une tierce partie, c'est pas quelqu'un qui vient qui a fait des vérifications de l'externe. Fait que des logos comme ça, il peut y en avoir, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a sur la pêche, les poissons, le type de papier, les bâtiments, etc. C'est vraiment très, très, très varié. Faites des recherches éco-logo ou encore éco-label ou éco-étiquette. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui sont fiables. Puis dites-vous que s'il y a juste une compagnie qui utilise son propre logo, généralement, c'est pour faire du marketing vert, du greenwashing, comme on disait tantôt, en prétendant que leur produit est vraiment meilleur, mais qu'il n'y a pas personne qui a double vérifié les dires de l'entreprise. Oui, donc moi, je dirais que chaque geste compte. Donc, même le plus petit des gestes, au fil du temps, ça s'accumule. Acheter un objet, ça fait des émissions de GS, ça produit des déchets, ça fait de la pollution, mais quand on ne l'achète pas, même si c'était un petit impact, ça fait quand même un impact et au fil du temps, avec tous nos trucs qu'on achète ou qu'on choisit de ne pas acheter, ça fait une différence. Puis, en plus, nos actions individuelles, si nous, on décide d'être un consommateur plus responsable, ben, on a le pouvoir d'influencer les gens autour de nous. Peut-être que nos amis et notre famille vont se dire « Wow, c'est une bonne idée, moi aussi, je vais faire ça. »
Puis plus qu'on est à ne pas acheter des produits qui sont moins responsables, ben, plus les compagnies vont changer leur pratique. Donc, acheter, c'est voter. On vote avec notre argent pour quelle compagnie on veut soutenir, en fait. Donc, si on veut soutenir des compagnies qui ont des pratiques éco-responsables et des bonnes pratiques sociales, ben, ça fait une différence sur le long terme, puis autour de nous, là. Puis on pourrait même y aller avec un exemple très, très, très concret. La personne qui va dans un magasin pour aller chercher sa tasse de café en carton à tous les matins, il passe au service à l'auto, ramasse sa tasse de café en carton. La tasse de café en carton se retrouve très, très souvent aux déchets. Il fait ça tous les jours, 200 jours par année, alors qu'il pourrait s'acheter une tasse en métal puis la remplir à chaque jour. Fait que, tu sais, c'est quand on dit faire des choix différents, puis on dit, ouais, mais là, un geste à petite échelle, ça, c'est une personne. Mais s'il y a 10 000 personnes dans la ville qui font ça, puis que les 10 000 décident de changer leur habitude, ben l'impact va être énorme. Puis ça, on parle d'une petite ville. Mais imaginez-vous à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la planète, ça fait une grosse différence.